Je suis avec Yves Dauge, qui nous reçoit dans son hôtel particulier, au cœur de Nîmes. Ouais. Bonjour Yves. Bonjour. Merci de nous accueillir quand même, c'est très gentil. C'est gentil à toi. On va parler au travers, on va se servir de ton livre, Oui. Les soutiers les soutiers des grands projets, pardon. Oui. Et on va s'en servir pour que tu nous racontes cette période, cette aventure humaine, parce que c'est ça surtout. C'est vrai. C'est une vraie aventure humaine. Mais là, tu vas nous dire quand même deux mots sur cette magnifique bâtisse. On était justement le week-end dernier aux Journées du patrimoine. Ouais. Donc on a eu beaucoup de visiteurs là. En fait, cette maison, c'est la maison de ma femme. D'accord. Et de sa famille. C'est une maison de famille très ancienne, qui a toujours été dans sa famille. Moi, je suis, comme on dit, une pièce remportée. Une belle pièce. Mais bon, j'aime beaucoup, oui, c'est vrai. Non, mais Nîmes est une belle ville. Oui. Tout ce qu'on appelle les cuissons ici, Depuis combien de temps cet hôtel est dans la famille? Il a été construit à l'origine par la famille. Il n'a jamais changé il n'a jamais changé Toujours de propriété. Oui. D'accord. Et il faut dire que c'est une famille qui est connue, la famille de Bernis. Il y a eu un cardinal célèbre qui était le ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Ah oui, d'accord. Il a Oui. été cardinal en même temps. Voilà. Il a été ambassadeur de France à Rome pendant très longtemps, mais c'est un personnage très connu dans la littérature, une sorte de Talleyrand, moins méchant d'ailleurs que Talleyrand, D'accord. un homme très cultivé. D'accord. Voilà. Donc, Oui, et puis là, donc on peut visiter, je rappelle quand même, là c'est passé maintenant, mais pendant les journées du patrimoine, il y en aura d'autres, donc vous pouvez venir voir cette cour, et cette bâtisse qui est magnifique. En plus, il y avait un concert. Il y avait un concert, et c'est vrai ma femme, elle a un accord avec l'Office du tourisme, qu'elle est clé, et il y a des groupes qui viennent avec l'Office, des guides. Non, Oui, il y a des guides, mais je veux dire, pour ceux qui n'ont pas le guide, ils peuvent venir durant les journées du patrimoine. Ah, mais tout à fait, ça c'est fondamental, la maison est ouverte. Ok. On va aller s'asseoir et on va passer à l'émission, tu vas nous raconter, c'est après ça. Voilà le livre dont on va parler, que Yves Dauge a écrit, et qui parle donc des grands projets de Mitterrand. Alors Didier, bonjour. Bonjour. Tu vas nous présenter déjà le parcours de Yves Dauge. Notre invité. Voilà, de notre invité. Yves Dauge, bonjour. Oui, bonjour. Encore une fois, merci de nous recevoir dans ce magnifique bâtiment. Oui, c'est avec plaisir. Et je pense que vous êtes un homme qui a eu plusieurs vies, un homme politique déjà, un urbaniste dont on va parler justement tout à l'heure. C'est le but de notre réunion d'aujourd'hui. Alors, vous êtes né dans le Maine-et-Loire, c'est la douceur angevine, c'est du Bellay, Ronsard, c'est Mignonne, allons voir si la rose. Donc, vous avez été successivement maire de Chinon. Chinon, c'est Rabelais. Ah oui. Alors, Rabelais, c'est Gargantua. Ah oui. Donc, vous avez été maire de Chinon, député, sénateur d'Indre-et-Loire, c'est ça. Puis, président de l'association des maires de France, à un moment. Vous avez été aussi conseiller régional, conseiller général. Quelle carrière. Et puis, vous avez fini maire d'une petite commune de Saint-Germain-sur-Vienne. Au début, oui. C'était au début. Vous savez, en fait, je suis rentré dans cette histoire d'élu dans une petite commune de 364 habitants. Je vais commencer par la fin, alors. Je suis rentré là, mais j'avais 25 ans. D'accord. Et pourquoi? Parce que ma mère est native de cette commune, et les paysans étaient des amis, je les connaissais et tout, mais il vient au conseil municipal. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Petite commune rurale et tout, et on verra tout à l'heure que ça a intéressé un peu Mitterrand.
Ah, ça, c'est sûr que... Puisque vous n'êtes pas sorti de la mode, énarque. Oui, non, et pas donc du tout. finalement, alors maintenant parlons effectivement de votre vie d'urbaniste, Oui. parce qu'en fait c'est votre profession. C'est mon métier. C'est votre métier. Oui, oui, absolument. Vous avez été inspecteur général des ponts et chaussées au ministère Après, d'équipement. oui, plus tard, oui. Plus tard. Plus et tard, puis évidemment après, chargé de mission auprès de Pierre Mauroy, Premier ministre à l'époque, Oui. pour charger directement par le président des grands projets C'est vrai. d'urbanisme et les opérations d'architecture. Vous on étiez va le coordinateur en fait. Voilà, on a... Et on va parler un peu de tout ça. Oui. Et pour finir, vous avez donc été directeur de l'urbanisme et des paysages. Ouais. Et puis, vous avez été quand même le délégué interministériel À la ville. de la ville Oui, c'est et vrai, du à la développement social urbain. Oui, c'est les quartiers, ça. Les quartiers difficiles. Oui, les quartiers difficiles, dont on parlera aussi Ouais. après. Voilà, donc riche carrière. Et aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler effectivement de votre livre des grands projets initiés par le président Mitterrand et dont vous avez été le coordinateur. Oui. Très bien. Donc les soutiers des grands projets, je vous le recommande parce que d'abord c'est un petit livre qui est facile à lire. C'est un petit peu comme un journal en fin de compte. Hein. C'est un journal de bord. Un peu. Hein. Oui. Parce que c'est facile à lire, ça se lit bien, ça raconte tous ces grands moments et surtout ça raconte aussi cette aventure humaine et c'est ce qui va nous intéresser là parce que tu vas nous raconter comment ça s'est passé mais vu de l'intérieur, ce qu'on ne sait jamais en fin de compte. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, c'est pour ça que j'ai dit les soutiers. Parce qu'en oui. fait, on était à la manœuvre. Ah ouais, On n'était pas sur le pont. dans la soute. Ah oui, c'était pas sur le pont. Il y en a qui c'est étaient sur le pont, hein, mais nous, on était vraiment à la manœuvre. Voilà. Il y avait quand même pas les fers et le fouet, non? Non. Ok. Alors, bon, il faut déjà, tu vas nous dire comment tu es justement passé du maire. Qu'est-ce qui a motivé le fait que tu sois arrivé à cette place, on va dire, hein, alors que tu étais un maire d'un petit village, en fin de compte. Oui, je suis un maire d'un petit village, mais ça, je dirais, c'est une belle expérience. Hein. Beaucoup de collègues de maires ruraux pourraient en témoigner. On fait tout. Hein, on est vraiment dans les chemins creux. On s'occupe des gens. C'est une bonne formation. Une école vraiment de vérité, hein, le maire rural. Donc j'ai fait ça. J'avais une profession quand même en même temps. Hein, j'étais, alors qu'on dit urbaniste, en fait j'étais dans un bureau d'urbanisme. Et moi j'ai plutôt une formation de juriste, d'économiste. Donc on a des gens qui dessinent les projets. Oui, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, parfaitement. Il y a beaucoup de gens. Mais d'ailleurs ça va te servir, ce travail d'équipe va te servir par la suite, on va le voir. Exactement. Et quand François Mitterrand a gagné les élections, Pierre Mauroy est devenu Premier ministre, et il cherchait, enfin ils avaient besoin, j'avais des relations quand même. Bon, il faut dire que j'ai adhéré au Parti Socialiste quand j'étais jeune. Bon, ça, j'étais pas vraiment un militant du parti, j'étais plutôt engagé dans cette idée du socialisme, j'y suis resté d'ailleurs, mais bon, je dois dire que j'ai fait plutôt une carrière de professionnel. Hein, dans l'aménagement, l'urbanisme, les villes, c'était ça mon métier, c'est ça ce qui m'a motivé, ce qui m'a aidé. Et c'est pour ça que je suis devenu le conseiller du Premier ministre sur l'urbanisme et l'architecture. Voilà. C'est comme ça qu'un beau matin, on a su... Tu reçois un coup de fil et... c'est pas moi qui l'ai reçu, mais c'est Robert Lyon, le directeur de cabinet, Ouais. il a reçu un appel de François Mitterrand qui a dit qui est-ce qui s'occupe de l'architecture, il faut qu'il vienne voir mon conseiller. Le conseiller, c'était un garçon qui s'appelait Paul Guimard, c'est un écrivain assez connu d'ailleurs, Paul Guimard. Donc j'ai débarqué pour la première fois, moi j'ai débarqué, hein, comme beaucoup, hein. J'ai débarqué à l'Élysée, voir Paul Guimard. Oui, parce que, si tu permets, il faut resituer quand même le contexte, parce qu'il y a plein de gens maintenant qui soit ont oublié ou soit n'ont pas connu même, hein, forcément, parce que ça date quand même d'il y a 40 ans. Oui, c'est vieux. Hein, donc il y a plein de gens qui n'ont pas connu cette arrivée. C'était énorme, quoi. L'arrivée de Mitterrand, c'était un bouleversement complet en 81. Ah oui. Enfin, les gens avaient peur, ils voulaient même enlever l'argent des banques. Enfin, on peut pas comparer. Il y avait une grande rupture et une attente énorme qui a été déçue en partie dans le temps, parce que, si vous voulez, il y avait besoin de changement.
énorme. Bon, c'est vrai qu'il y avait un enthousiasme, il y avait des peurs, mais bon, c'est une époque assez magnifique. Oui, il y a eu quand même un an, on va dire, 1 an et demi ça planait pour tout le monde. Il y avait c'était une forme de 68, mais en douceur. Oui. Non, mais c'est vrai. Puis, bon, il faut dire que ce sont des personnages quand même assez considérables. François Mitterrand, Pierre Mauroy. Moi, j'ai eu la chance d'approcher ces gens-là, alors que j'étais vraiment un petit élu d'une petite commune, et par mon métier, évidemment, d'urbaniste, je suis arrivé là. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et alors justement, Mitterrand, le président, avait une idée déjà de faire, qui n'était pas dans son programme d'ailleurs, de faire des grands projets culturels. Et c'est la raison pour laquelle il vous a appelé. C'est-à-dire que personne ne savait, dans le fond, qu'il avait en tête... Une idée derrière la tête. Personne ne savait... c'était pas dans le programme, des fameuses 110 propositions. Oui, voilà. On aurait pu avoir une ligne dans le programme qu'on ferait des grands projets culturels. Non. Il y avait sûrement une chose à laquelle il avait pensé, c'était le Louvre. Ouais, voilà, le Louvre. Depuis longtemps, parce qu'il n'était pas le seul, mais beaucoup de gens pensaient que c'était quand même bien dommage d'avoir une administration, les finances, qui c'est une belle administration, bien sûr, enfin, occupant un palais aussi formidable. Il y avait le musée, mais le musée occupait qu'une partie du Louvre, et puis il y avait, sur la cour du Louvre, il y avait un grand parking pour les fonctionnaires. Voilà, des finances, du ministère des Finances qui était là. Ministère régalien. Le ministère régalien, et je pense que beaucoup de gens avaient pensé depuis longtemps qu'il faudrait qu'on libère les finances, qu'elles aillent ailleurs, et que le Louvre retrouve toute sa splendeur. Mais personne n'a osé, parce qu'il faut savoir que quand même le ministère des Finances est une puissance énorme, avec des gens très compétents. On va le voir, on va le voir par la suite. Je voudrais d'abord quand même rappeler pour les gens ce que c'est que les grands projets, parce que encore une fois, aujourd'hui, on a peut-être un peu oublié. Alors, je vais en citer quelques-uns il y a la pyramide du Louvre, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a la Villette. Oui. La Villette, énorme. C'est combien? C'est 4 hectares. Enfin, c'est 54 hectares. 54 hectares. Le parc de la Villette, il y a le parc, il y a la Cité des Sciences, il y a la Cité de la Musique. En fait, c'est plusieurs projets dans un vaste ensemble. Il y a la Grande Arche. Il y a la Grande Arche. L'Opéra Bastille. Oui, il y a l'Opéra Bastille. Voilà. Bon, on ne va pas tous les énumérer, mais c'est pour dire que, alors bien sûr, là on est à Nîmes, des fois on n'aime pas trop Paris, on n'aime pas trop les Parisiens, tout ça, mais il faut quand même dire que cette capitale va être complètement transformée par tous ces travaux, et avoir un rayonnement avec ces travaux, retrouver un rayonnement qu'elle avait un peu perdu. Bon, Paris était toujours une capitale qui avait un rayonnement par sa beauté, son architecture, son histoire. Mais si vous voulez, il y a une compétition internationale entre les grandes capitales. Bien sûr. Vous avez bien une bonne demi-douzaine de capitales mondiales, New York, Londres, Tokyo, qui sont des villes-lumière. On dit Paris, ville-lumière, mais écoutez, on n'est pas les seuls quand même. Les Français, quelquefois, ont tendance à dire... dans le top 5 quand même. Oui, on peut dire ça, les top 5, oui. On était déjà... Mais avec ces grands projets, Paris s'est hissé. Il y avait Beaubourg quand même. Oui. Il faut rappeler que le Premier ministre, le président Pompidou avait eu le courage de lancer un grand projet culturel avec une architecture contemporaine qui faisait débat, et donc il avait lancé ça. Et Giscard d'Estaing, avant Mitterrand, avait lancé lui-même la Villette. Il avait lancé la Villette. Bon, c'était un échec à ce moment. Il avait lancé Orsay, il a lancé l'Institut Mondaram. Mitterrand a repris tout ça. Parce qu'il ne voulait pas se distinguer d'une histoire française. Il avait raison. C'était pas les socialistes qui faisaient des projets contre la droite. Pas du tout. C'était dans l'histoire. Mitterrand, il avait une vision historique de cette démarche. Alors il en a ajouté, notamment il a fait le fameux Louvre, que personne n'osait faire. Oui. Mais ça s'est pas su tout de suite, ça s'est su assez vite cependant. Oui, c'est-à-dire pendant l'été, on s'en est rendu compte. C'est pour ça que Mitterrand avait prévenu le directeur de cabinet de Mauroy, Robert Leu, en disant « Mais qui s'occupe de l'architecture ?» On a dit « C'est Doge. » « Ben Doge, il faut qu'il se mette au boulot. » Et moi, je me suis trouvé tout de suite en position
Ça, c'est miraculeux. Ouais. Hein. Alors, si tu veux, on va quand même parler aussi, parce que c'est important pour la suite, comme tu le dis là, de la création de ce qu'on appelle du groupe des quatre. Voilà. Hein, qui compose Paul Guimard, oui. Robert Lyon, oui. Jacques Lang, oui. et Roger Guillot. Quillot, pardon. C'est le ministre du Logement. Oui, c'était le ministre du Logement. Oui, c'est-à-dire, ça, c'est une gouvernance un peu particulière, hein, parce que François Mitterrand ne voulait certainement pas être prisonnier d'une administration, d'un système qui aurait contraint l'ensemble de ses projets dans une gouvernance qui lui aurait échappé. Donc, il a monté un dispositif pour conduire ce grand programme de manière un peu unique, hein, et exceptionnelle, qui était à sa main. Et bon, il s'est entouré de ce groupe des quatre, des conseillers politiques, hein, qui étaient des gens très proches de lui. Et toi, tu arrivais juste, en fin de compte, derrière, on va dire. Moi, j'étais effectivement, je dirais... Dans un autre groupe, on va dire. Non, j'étais le sort de secrétaire général de ce groupe. C'est moi qui préparais les dossiers, qui organisais. Bon, j'étais pas seul. Hein. Oui. J'avais un collègue très, très remarquable, Jean-Louis Subilo. On était deux, mais on était toute petite équipe. C'est ça ce qui est formidable, parce qu'on a monté un projet gigantesque. C'est un commando. Un commando, tout à fait. Et on était très peu. Et évidemment, il fallait gérer cette affaire dans des délais très courts, parce que Mitterrand savait qu'il aurait une cohabitation. Voilà, c'est ça. Et il nous disait, il faut que dans 5 ans, on soit arrivé à ce qu'ils appelaient l'irréversibilité. Voilà. Alors justement, on ne pourra pas revenir en arrière. Oui, alors justement, il avait en face de lui Chirac. Qui était si finalement, ça ne s'est pas tellement mal passé avec Chirac. Qui était maire de Paris, donc à l'époque. Mitterrand nous avait dit, il faut trouver un accord avec Chirac. On ne peut pas faire ça sans... On a négocié. Et moi, j'avais justement... on avait avec nous Jean-Louis Subilo, qui était le directeur de l'atelier parisien d'urbanisme. On avait un garçon qui s'appelle Pierre-Yves Ligène, qui était le directeur de l'aménagement urbain, un proche de Chirac. Et c'était des gens qui, sur le plan professionnel, étaient proches de nous. Dans le fond, on a fait une alliance professionnelle. Vous voyez, c'est pour ça que ça a marché. Parce que si nous étions arrivés, nous les socialistes, on va vous damer le pion, vous allez voir ce que vous allez voir, ça aurait été la guerre. On n'a pas eu la guerre. Ça a permis de faire avancer les choses. Ça a permis de faire avancer les choses, on s'est entendu. Bon, Chirac, évidemment... avec ses idées. Était un peu, surtout sur l'expo universelle, là, il nous a barré complètement. Parce qu'il y avait le grand projet de l'exposition universelle, qu'on avait obtenu de haute lutte. Mitterrand avait dit, on va faire l'exposition universelle en 89 pour le bicentenaire de la Révolution. C'était un très grand projet. Ouais. Et puis il voulait un peu, en fin de compte, se servir un peu de ça aussi pour faire ses grands projets. Non. C'était à la fois... oui, il y avait des grands projets dans l'expo. Ils sont restés d'ailleurs. Ils sont restés. Mais l'expo en tant que telle, la ville de Paris a tout fait pour l'empêcher. Ça, c'est dommage, parce que ça aurait été un moment exceptionnel. Toujours est-il que François Mitterrand... c'est la date... François Mitterrand s'est organisé, avec l'accord de Pierre Mauroy, pour monter un dispositif de gestion de ces grands projets, sans que l'administration des Finances ait la haute main sur ce programme, à condition que nous ayons la capacité de faire aussi bien, sinon mieux que les finances, c'est-à-dire de tenir les coûts. Parce que Mitterrand, il avait très très peur des dérives financières et des polémiques en disant les socialistes, ils gaspent l'argent. Non, on a été parce que c'est souvent, il faut dire que c'est souvent le cas dans les constructions de ce type. Dans presque tous les grands projets. Alors j'ai cité les centrales nucléaires, parce que comme à Chinon, j'avais des centrales nucléaires. Je suis allé voir le directeur, qui est un homme exceptionnel d'ailleurs, à EDF, qui était le responsable des centrales. J'ai dit, est-ce que vous mettez un budget au départ, et puis vous tenez le budget? Oh, on m'a dit, mon pauvre ami, on a des ordres de grandeur. Je suis allé voir Curien, le ministre qui s'occupait des fusées Ariane. J'ai dit, alors, monsieur le ministre, comment vous faites pour les fusées? Vous avez un budget à l'origine, et puis vous dites, alors, faut tenir... Oh, il m'a dit, non, on a 25 à 30% de dérive dans les coûts. Mais nous, on a dit, vous ne pouvez avoir aucune dérive, parce que vous, c'est la culture. On ne vous fera pas de cadeaux. Et on va voir plus tard que ça va te servir lors d'une fameuse réunion. Justement, revenons sur le projet du Louvre. Voilà. Expliquez-nous un peu, parce que c'était pas facile. Faire déménager un ministère qui est régalien et qui est
bien installé dans le ministère des Finances. Très puissant. Le ministère des Finances, oui. Alors, c'est vrai, l'annonce de l'architecte. L'annonce du déménagement a été faite en septembre 81. Donc, ça a été un coup de tonnerre. Oui, j'imagine. Et immédiatement, les finances ont dit, bon, on va faire un contre-feu. Et ils ont imaginé un projet sur le quai Branly, là où il y a le musée des arts premiers. Et ils ont fait immédiatement un contre-projet en disant, voilà, on peut mettre là un nouveau palais des finances le long de la Seine. Mais, oui, les fonctionnaires des finances, ils aiment bien le luxe. Alors, Mitterrand a dit, écoutez, il faut que vous entendiez, il faut voir Chirac. Allez voir Chirac et mettez-vous d'accord avec Chirac. Chirac a dit, non, il ne faut pas aller sur le quai de la Seine. Il faut aller à l'Est, parce que le développement de Paris, dans le développement de l'agglomération, devait se faire sur l'Est. Mais enfin, ils étaient d'accord quand même qu'il fallait... ils voulaient les bords de Seine, et ils voulaient les refaire aussi. Enfin, oui, on voulait... il y avait cette idée quand même de oui, il y avait... il y avait là un ministère qui était le ministère des anciens combattants. On les a déménagés. Ils étaient dans des bâtiments en ruine en plus. C'était honteux. Donc on avait un site qui était favorable. Mais en fait, la ville de Paris, avec Chirac, s'est tout de suite mis d'accord avec François Mitterrand pour dire si on déménage le ministère, on le met à l'Est. Bon. Alors, automatiquement, si vous voulez, ça donnait une puissance formidable avec la ville la ville de Paris, sur la localisation, pour faire partir les finances. Voilà. C'était ça. But, hein, ouais. Mais c'était le but. Et ça a très bien marché. En plus, ceux qui connaissent la gare de Lyon, à Paris, savent que derrière l'hôtel, il y avait un grand programme de bureaux qui était pratiquement prêt, qui avait été construit par la ville de Paris, qui était disponible. Et la ville de Paris a dit, puisqu'on a des bureaux qui sont libres, commencez tout de suite à y mettre des fonctionnaires. Alors les fonctionnaires, là, qui se disaient, ils n'arriveront jamais. Vous vous rendez compte, il fallait reconstruire un ministère pour libérer le Louvre. Vous avez dit, ils n'arriveront pas. En 5 ans, c'est impossible. Et nous, on a tout de suite, en quelques mois, fait partir plusieurs milliers de fonctionnaires. Donc on est rentré dans une opération. Tu sais à peu près un ordre de grandeur pour que les gens se rendent compte, est-ce que le ministère des Finances, c'est à peu près combien de personnes qui a déménagé là un peu? Je peux vous donner le nombre de mètres carrés en tout cas. Ah ouais. Oui, en tant qu'urbaniste. Ouais. Alors le nombre de mètres carrés à peu près Écoutez, c'est 300 000 mètres carrés. Ah oui, quand même, oui. Le bâtiment, Alors justement, le ministère... C'est gigantesque, Ah bah oui. On peut comparer avec le Pentagone ou avec... Non, c'est une opération énorme. Alors justement, le ministère des Finances, c'est devenu Bercy. Oui. Donc finalement, vous avez fait appel, Mitterrand a fait appel à plusieurs architectes. On a fait des concours. Voilà. Et donc, vous pouvez nous parler un peu de toute cette panoplie d'architectes qui ont concouru à ces grands projets. Tous les grands projets ont fait l'objet de concours internationaux. Sauf le Louvre, non? Voilà. C'est-à-dire que le Louvre, il y avait les architectes des bâtiments de France et les architectes des monuments historiques qui étaient de droit responsables notamment de la réfection de la cour carrée. Mais il fallait un projet contemporain. Oui. Pour régler... parce qu'à l'époque, les musées... Mitterrand, d'ailleurs, tu en parles dans le livre, Mitterrand qui avait fait une visite à New York, je crois, et il était revenu en disant que les musées allaient se transformer, allaient devenir des lieux marchands, etc. Oui, c'est exact. Par rapport aux musées qu'il y avait, qui étaient vieillissants, les musées français. Disons que le Louvre... Le parquet qui grince... le Louvre était difficile d'accès. Oui. Il n'y avait pas d'accès et... il n'y avait pas d'espace pour les services, il n'y avait rien. Donc il y avait la référence effectivement d'une réussite tout à fait remarquable qui s'était faite au musée de Washington. L'extension du musée de Washington avait été faite par un architecte célèbre qui s'appelle I.M. Pei, le chinois, le fameux chinois Pei qui est mort l'année dernière à 103 ans. On lui doit cette pyramide d'ailleurs. Et c'est comme ça peut-être que... Alors lui, il a été consulté. Il a réfléchi, et ça c'est une histoire tout à fait remarquable, parce qu'il avait ce concept, lui, qu'il avait développé, qu'un musée, il faut un espace d'accueil
qui est à peu près 30 à 40% de la surface totale du musée, avec des services, des restaurants, des galeries d'art. Bon. C'est lui qui a eu l'idée de cette pyramide, de ce puits de lumière, là, comme ça Oui, effectivement, parce que, si vous voulez, le Louvre, c'est presque 1 kilomètre de linéaire. Hein. Comment voulez-vous trouver dans une si longue distance un endroit central pour créer à peu près 30 à 40% d'espace commun aux services et aux restaurants et tout. Donc il cherchait, il n'a pas trouvé. Il a dit, j'y arriverai pas, je ne vais pas le mettre dans un bout, ni au centre. Et tout d'un coup, il a eu l'idée de génie, je le mets au centre, dans la cour. La fameuse cour où il y avait le parking des fonctionnaires. C'était ça l'idée de génie. Oui. Donc c'est l'œuvre de Christophe Colomb. Mais tout le monde a dit, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé à ça plus tôt? Donc il a creusé 50 000 mètres carrés. En souterrain. Et de ce souterrain, on avait des accès partout, on avait des trucs. Et il a fait une immense allée que les gens connaissent, hein, avec des services de chaque côté, des restaurants, des galeries, et qui mène à un grand parking. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux Nîmois, hein, puisqu'on s'adresse quand même principalement aux Nîmois, quand ils vont à Paris, bien sûr, d'aller au musée du Louvre quand même, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Et de tout d'ailleurs ces bâtiments dont on va parler, parce que même la Villette, tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut avoir vues. Et après, on a aussi une autre vue de Paris, hein, quand on a vu ces bâtiments. Mais vous avez raison de dire ça, parce que le Louvre, avant ces grands travaux, c'était 3 millions de visiteurs. C'est bien. Aujourd'hui, on est à 12 millions. Hein. À part le Covid là, qui a bloqué. C'est-à-dire que c'est devenu le plus grand musée du monde. Donc c'est une réussite exceptionnelle par la conception qu'a eu Paye de ce projet. C'est un projet qui s'inscrit dans la ville de manière complète. Très central. C'est plus tellement un musée avec le guichet et l'entrée, vous prenez, non. Ça a une ampleur considérable. Et effectivement, comme il a creusé cette énorme surface, 50 000 mètres carrés, en souterrain, faut voir ce que ça représente. Et tout le monde a dit, mais on va être dans le noir. Non, il a dit, on va pas être dans le noir, on va éclairer. Et alors, comment éclairer? Il a dit, il y a une forme qui a traversé tous les âges depuis l'Antiquité, c'est la pyramide. Les gens disent après tout, si ça vient de l'Antiquité... C'est vrai, d'ailleurs, au départ, ça a fait un peu... Il y a eu de la polémique. Comme toujours, il y a eu de la polémique, quand les choses nouvelles arrivent. Alors Chirac a dit, justement, en ce moment-là, Chirac a dit, il faut faire une simulation avec des cordes et des câbles pour montrer aux personnes, comme une sorte de diamant, qu'est-ce que ça va donner en hauteur. On a fait la simulation avec des câbles et tout. Alors il y a des gens qui ont lutté ardemment contre ce projet, mais beaucoup d'autres ont dit non. Et Chirac, lui, il ne s'est pas déclaré contre. Il a bien fait, Chirac, dans cette affaire, parce que c'était tellement populaire, ces grands projets. À un moment donné, les gens se sont rendus compte que vraiment changer d'échelle à Paris. Et d'ailleurs, on parle toujours de la Grande Pyramide, mais il faut rappeler quand même qu'il y en a des petites aussi. Oui, parce qu'il faut éclairer. Il faut éclairer un peu partout. Dites vous-même, c'est un projet populaire qui maintenant, les gens vont au musée maintenant. Les gens vont au musée. On voit une autre population qui va... Mais vous avez raison de dire aux Nîmois et aux Français en général qu'il y a beaucoup d'étrangers et dans les 12 millions, parce que les étrangers, ils vont tous quand ils viennent à Paris. Mais il faut que les Français y aillent. Et puis, il y a beaucoup d'activités culturelles qui ont été développées. Ce sont des musées, vous voyez, maintenant et partout, et je vois ici à Nîmes, très bien, ce sont des musées vivants. Bien sûr. Avec des animations, avec des techniques modernes de communication. Et puis, si vous voulez, dans cet immense espace que Paye a creusé, vous avez des salles de réunion, vous avez une salle de concert, vous avez des animations, vous avez des restaurants. Enfin, c'est vivant, un musée. Alors, justement, cette construction du Louvre, ce grand projet, s'inscrit, d'après le président, avec pour idée de prolonger ceci vers la Défense, et même peut-être au-delà, Saint-Germain-en-Laye. Oui, exactement. Donc l'axe, parlez-nous un peu de... Le Louvre, il faut bien comprendre, tout le monde le conçoit bien, c'est sur un axe qui s'en va jusqu'à ce qu'on appelle la tête défense, les deux arcs de triomphe, le premier, le carrousel, le grand arc de triomphe, et puis ensuite on continue la grande armée et ça s'en va à 25 km. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas été à Paris, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas été à Paris. Mais il faut le dire, que ça trace
une perspective. Hein. Quand on est du Louvre, on peut voir les Champs-Élysées, puis derrière et encore plus loin. Alors justement, la tête défense, c'était l'arche, le grand arche. Comment ça s'est passé? Exactement. On a 9 km jusqu'on appelle la tête défense. Et la question qui se pose, c'est il faut construire quelque chose, on ne peut pas laisser du vide, mais on est obligé de laisser la perspective. Donc comment on fait? Alors on a beaucoup travaillé là-dessus, il y avait beaucoup de concours, et en réalité, celui qui a gagné, là, ce Danois, qui a gagné, que personne ne connaissait d'ailleurs, Sprekkelsen, il a eu une idée de génie lui aussi, comme Pey en avait une, tout d'un coup, il a fait l'arche, qui est complètement transparente. Donc du coup, ça fait un alignement d'arches en fin de compte, entre celui du carrousel de la Défense et le dernier. On a eu beaucoup de chance parce que ça faisait 20 ans qu'on faisait des projets, et puis là, tac, on a trouvé. Pour revenir au Louvre, quand il y a eu le déménagement du ministère, parce qu'il y a eu la cohabitation, alors racontez-nous un peu avec Balladur. Comment ça s'est passé? Lui, il voulait s'installer. Balladur, il avait dû partir quand c'était en cohabitation. Balladur était ministre d'État des Finances, et effectivement, on a vu un conflit très très dur avec lui, parce qu'il avait dû quitter à cause des travaux qui commençaient, et il était allé s'installer boulevard Saint-Germain dans un autre ministère, le ministère de l'Équipement. Et quand ils ont repris le pouvoir, Balladur a dit « Je reviens au Louvre. Moi, je rentre au Louvre. » Bérégovoy était parti. Alors comment ça s'est passé alors? Parce que Bérégovoy, parti. Il y a eu l'histoire avec Bérégovoy avant, non? Il y avait déjà eu une... Bérégovoy, il aurait bien voulu rester. Ouais. Mais Mitterrand avait dit, si les ministres ne quittent pas le Louvre, ils quitteront le gouvernement. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc il était parti. Il était parti dans cet hôtel qui est boulevard Saint-Germain. Quand Balladur arrive avec Chirac, il est ministre d'État, il ne demande rien à personne, lui il dit « je reviens, je reviens au Louvre ». Il a fallu reconstruire. Et un jour, Mitterrand m'appelle et me dit, à la sortie d'un conseil des ministres, il faut que vous alliez voir M. Balladur avec Pey et Émile Biasini, le président du Louvre, pour trouver une solution. Parce que moi, j'avais, dit Mitterrand, soutenu le projet de Beaubourg contre mes amis socialistes qui disaient à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est à vous de m'aider. Donc c'était bras de fer. Et on y va, on est reçu par un homme très remarquable, M. Trichet d'ailleurs, son directeur de cabinet. Trichet, il prend un crayon, Pey était là, on met les plans, et Pey, il redessine le truc, il dit on va faire ci, on va faire ça. Pey était un grand diplomate, un homme très calme, très très formidable, c'était un personnage extraordinaire. Et Pey a dit on peut faire ci, on peut pas faire ça, on a trouvé une sorte de compromis, mais Balladur a dit vous ne travaillerez pas de jour, vous ne travaillerez que la nuit, parce que je ne veux pas de bruit. Et il est resté pendant son Et il est mandat. Resté pendant 2 ans. Je vous demande de vous taire. Il est resté. Et il a fallu reconstruire du Napoléon III. Oui, ça a coûté très cher tout ça. Bon, enfin, c'était un peu son style. Ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais après 2 ans, Mitterrand est revenu, comme il a gagné les élections en 88, Et donc, à ce moment-là, c'était fini, Balladur. Alors on a recassé ce que Balladur avait reconstruit. Incroyable. Non, mais c'est fou de penser ça. Vous avez été à l'occasion de discours entre des ministres sur des querelles de budget, notamment avec Bérégovoy et ses équipes. Racontez-nous un peu. Si vous voulez... cette rencontre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté sur chaque projet, on faisait les études préparatoires, on faisait estimer les coûts, on ne faisait pas des sous-estimations. Parce que c'est facile de dire on fait des grands projets. Comme les autres ministères. Pour faire passer la pilule au budget, on dit ça coûtera 100, mais en fait on sait que ça coûtera 200. Donc on minimise les coûts. Nous on a dit il faut avoir des coûts vérités. Et ensuite on les fixe et on n'y touchera plus. C'était la volonté du président. Et Mitterrand avait dit on ne touchera plus au budget, sauf s'il y avait un événement, une catastrophe, quoi que ce soit. Et c'est moi, Mitterrand, avec mes conseillers, qui accepterions ou pas de revoir les délais. Et un beau matin, Bérégovoy veut nous voir. Et je vais le voir. Il était entouré de ses conseillers. On arrive au Louvre. Il était au Louvre à ce moment-là encore. Et c'est impressionnant, monsieur le ministre des Finances, et puis nous, les 2 petits cocos, là, qui mènent les grands projets de Mitterrand.
Et on n'est pas des énarques en plus, hein. On est des professionnels quand même, hein, Ouais. mais on n'est pas des énarques, on n'est pas de la haute fonction publique, on est juste des professionnels. Et on arrive là-bas et Béret nous dit, messieurs, vous faites un très bon travail, Mitterrand est très content de ce que vous faites, mais vous vous êtes dit que pour les finances, le ministre des Finances se débrouillerait toujours pour trouver de l'argent. Or, vous m'avez mis une enveloppe qui est trop courte, et moi il me faut 1 milliard de plus. Oh. Donc j'ai l'intention de le dire au président, mais je ne voulais pas le faire sans vous en prévenir. Ah, moi je dis, monsieur le ministre, merci beaucoup, mais je lui ai dit, devant témoins, vous allez vous faire jeter. Ne faites pas ça. Tout le monde a dit, mais il est fou, Dauge. Hein, alors vous aviez préparé votre petit paperboard. Alors, Attends, grille pas les étapes. Bérégovoy ne dit rien, il dit bon, je vais réfléchir. Les conseillers nous regardaient avec un air de dire vraiment ces jeunes-là, ils sont pas sérieux. Hein. On ne peut pas refuser 1 milliard à un ministre des Finances. Et quelques temps après, peut-être 15 jours, 3 semaines, on est convoqué à l'Élysée. Christian Sauter, le conseiller de Mitterrand Finances, nous appelle en disant vous êtes convoqué, il y a une attaque des finances contre vous, hein, les finances ont monté un dossier contre vous, ils prétendent que vous ne tenez pas les budgets, que la mission du grand projet ne fait pas son travail, le président est très mécontent, vous êtes convoqué à une réunion avec le groupe des 4 et vous allez arriver, et moi je ne peux rien faire pour vous, il faut vous défendre. Mais, bon, on arrive avec des panneaux, on fait des panneaux, on ne fait pas des notes d'énarques, hein. Comme ça, où les gens lisent les notes et puis quand vous avez... Ou les lisent pas d'ailleurs. Nous on Des dit, panneaux d'urbanistes. on fait des grands panneaux d'urbanistes. On arrive et on met le chiffre que le président a arrêté, on déroule le truc, où on en est, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. On fait ça pour tous les grands projets. On a dans le bureau de François Mitterrand qui était transformé, les huissiers étaient là, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là, hein. Et on affiche une exposition, Mitterrand arrive, tout le monde était là. Alors il y avait donc. Ben, il y avait les groupes des 4, il y avait Jacques Lang, il y avait Quilès, il y avait Robert Lyon, l'ancien directeur, Schweitzer, le directeur de cabinet, il y avait Guimard, tout le monde. Et Bérégovoy, donc. Et tout le monde dit, le pauvre Dauge, il va se faire tuer, quoi. Et Béret était là, avec un dossier énorme sur les genoux. Il n'aurait pas dû venir avec un gros dossier comme ça. Nous, on avait des tableaux. Hein. Et Mitterrand me dit, monsieur Dauge, monsieur le ministre des Finances me dit que vous ne tenez pas les coudes, que les délais ne sont pas tenus. Qu'est-ce qui se passe? Mais il était furieux. Je dis, monsieur le président, laissez-moi vous dire ce qui se passe. Je vais commencer par les finances. J'avais une arme secrète. Je jouais ma peau. Hein. Bah oui. Et je dis, voyez, monsieur le président, l'affiche là, le tableau sur les finances, eh bien, il y a un chiffre de départ, 3,4 milliards. Eh bien, en fait, le chiffre réel, monsieur le président, je dois vous le dire, n'est que de 3 milliards. Et j'aurais dû vous le dire. Le prédécesseur de M. Bérégovoy, c'est pas lui qui est en cause, bien sûr, j'essayais de le ménager un peu quand même. Le prédécesseur de l'or avait demandé 400 millions de plus parce qu'il trouvait que l'enveloppe... Mais Mitterrand dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui a donné l'autorisation? Je dis, alors moi j'en prenais un... J'aurais dû vous le dire, monsieur le président, mais M. Delors m'avait dit, bon, mais pourquoi? Oh, j'ai dit, écoutez, c'est très simple. Il fallait convaincre les fonctionnaires des finances de partir du Louvre, et pour ça, on avait mis une enveloppe pour leur construire des logements. Hurlement! Comment? Mais c'est une honte qu'il laisse. Et moi, j'ai qu'à en faire autant pour mon ministère, Jacques Lang. Et moi, j'ai besoin d'argent pour finir la Cité de la musique et tout. Bérégovoy était déstabilisé. Et donc, on est sorti, et Mitterrand a dit, monsieur Dauge, je vous donnerai les 400 millions à Jacques Lang pour la Cité de la musique. Eh bien, on va sortir un peu de Paris quand même, parce que ce qu'il faut dire quand même aussi, c'est que avec ces grands projets, il y avait aussi, on va dire peut-être l'originalité, c'était aussi qu'il y avait des projets pour la province. Ah oui, tout de suite, dès le mois de mars 82, il y a eu un communiqué de l'Élysée qui annonçait une politique de grands projets qui était déjà un peu engagée, et on avait dit à François Mitterrand, vous ne pouvez pas lancer des grands projets comme ça sur Paris sans prendre en compte des projets en province. Donc on en a mis une dizaine, là, ou une demi-douzaine, je me rappelle pas. Alors le Nîmes et le Gard Nîmes n'y était pas en ont bénéficié. Nîmes n'y était pas encore. On avait Arles,
On avait mis le musée d'art, l'école de la photographie, puis il y avait le musée de l'Antiquité à Arles, il y avait... il y avait un certain nombre de... Et puis ensuite, cette ligne financière spécifique sur la province s'est développée, il doit y en avoir 35 à peu près, je les ai tous notés là, et c'est ainsi que Nîmes a proposé au président le carré d'art, qui fait partie des projets quand il est financé, alors par la ville en partie bien sûr, mais par l'État, au titre des grands projets de l'époque, de ce niveau-là. Alors on peut dire que Nîmes a bénéficié aussi de noms d'architectes qui étaient jusqu'à présent un peu inconnus et qui sont sortis du lot pendant ces grands cabinets de Portzamparc, Norman Foster. Vous avez raison, ces grands projets ont fait connaître dans le monde entier beaucoup d'architectes français. Alors il y a Jean Nouvel qui a construit les bâtiments de Némosus, là, qui est une opération de logements sociaux très réussie. Norman Foster. Vous avez évidemment Norman Foster, mais vous avez Villemotte qui a travaillé sur ici, bien sûr. Et donc c'est vrai que ces grands projets, ils ont permis de faire connaître au monde entier, parce que Mitterrand nous avait demandé d'aller voyager avec les maquettes, avec les entreprises, avec les architectes, on est allés dans toutes les capitales du monde, présenter le programme des grands projets. Donc on les a propulsés de manière assez... Il y a Portzamparc, qui a fait le musée de la Romanité. Elisabeth... Enfin, c'est sa femme. Sa femme, c'est l'atelier Portzamparc qui a fait le musée de la Romanité. Donc on a propulsé dans le monde entier toute une génération d'architectes qui a été très connue et d'entreprises. Alors d'une manière, là je pense qu'on a vu un peu, donc fait le tour de ces grands projets. Et là un petit peu, on va servir un petit peu de ton analyse et de ton expérience pour se projeter un petit peu dans l'avenir quand même et se demander comment toi tu vois, est-ce que tu penses qu'il y aura encore des grands projets comme ça aussi, parce que on rappelle, c'était 5, 6, 7 bâtiments, enfin c'était vraiment... Plus que ça. Ouais. Disons que... Est-ce que tu crois d'abord que c'est encore possible déjà? Et est-ce que tu crois que ça se fera? Il y a une question derrière ça qui se pose, c'est la compétence. Pour faire des grands projets, il faut un maître d'ouvrage, et il faut des maîtres d'œuvre et des entreprises. Moi, je dis les entreprises, je pense qu'on les a toujours en France. Mais les maîtres d'ouvrage, c'est un métier, la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre, il faut des bureaux d'urbanisme, d'architecture, il y en a encore, mais je dirais qu'on a perdu en compétences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de projets, on passe la main aux entreprises tout de suite. Voilà, Et on fait ce qu'on appelle des contrats partenariat public-privé. Alors c'est l'entreprise qui mène l'affaire. Mais ils sont très forts. Et puis l'État, il finance, et puis il n'est plus le maître du jeu. Ça c'est une chose, c'est une perte, c'est très dommage. Alors on pourrait dire qu'il y a des villes en France qui ont encore peut-être l'ambition de faire des grands projets. Bon, j'ai cité le musée de la Romanité, c'est un bon exemple, mais je pense à Strasbourg, je pense à beaucoup de villes qui lancent des projets importants. Donc, si vous voulez, l'État, aujourd'hui, il n'est peut-être pas en première ligne, mais il y a beaucoup de villes en France, des capitales régionales, qui ont l'ambition de faire du projet. J'ai parlé d'un grand projet qui s'est passé en coopération avec le Louvre et Lens. La ville de Lens, dans le bassin minier, qu'on appelle le Louvre-Lens, qui est un projet magnifique, magnifique projet. Et ça, c'est quand même une idée intéressante. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un partenariat. Et Beaubourg l'a fait avec... et aussi, il y a le Louvre qui a construit un bâtiment. Et ça, c'est quand même une idée intéressante. On peut imaginer un partenariat, un savoir-faire qui est dans ces grands projets, la Villette, en France ou à l'étranger. On vient, on sollicite ceux qui ont l'expérience, qui ont le grand projet, et qui viennent s'associer à une ville ou un établissement public pour lancer un autre grand projet. Donc, pour répondre à la question, oui, je pense qu'il faut garder l'idée du grand projet. Mais le grand projet peut être un petit projet en termes de mètres carrés. Le mot grand, on va dire, ça serait plutôt
une grande ambition, un contenu vraiment formidable qui va travailler alors, dans des domaines nouveaux, sur l'éducation, sur la santé. Un hôpital, ça peut être un grand projet. Et on a fait beaucoup d'hôpitaux sur le plan de l'architecture. L'université devrait être porteur de grands projets. On va dire, alors il faut garder cette ambition. Alors à Nîmes, tu parles de projets. Là, il y a un projet, par exemple, il y a 2 projets, enfin, si on peut dire, c'est d'abord l'UNESCO, l'inscription à l'UNESCO, et le deuxième, c'est, pour le coup, le bâtiment, le Palais des Congrès. Ouais. Tu as un avis sur la question ? Le Palais des Congrès, je pense que c'est plutôt une bonne idée et un bon endroit. Je ne connais pas le projet, mais je pense que sur l'UNESCO, si on peut en dire un mot, on avait une approche. Moi, j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais, pour des raisons diverses, associé au projet UNESCO, en France et à l'étranger. Et l'idée qu'on a développée est une idée intéressante, qui est de dire le patrimoine mondial va prendre en compte, pour le classement de Nîmes, l'idée que depuis l'Antiquité, on a toujours fait référence constamment, par bien des exemples, à la romanité. Il y en a des signes multiples. Et on va dire, Nîmes est une ville, il n'y en a pas tellement, il n'y a pas tellement d'exemples comme ça. Nîmes, il y a Rome, bien sûr, mais Nîmes est une ville qui a gardé jusqu'à nos jours l'idée de la romanité, qui peut s'associer à de la des œuvres contemporaines aussi. Mais c'était ça notre démonstration. Alors on a à l'UNESCO une procédure qui fait qu'au moment de classer, on envoie des experts pour apprécier si on est bien dans les clous pour être classé. Et on est tombé sur des experts qui ont mis en doute notre approche. Et ça nous a profondément choqués, déplu. On tombe sur des experts qui, quelquefois, n'ont pas la compétence ou l'autorité qu'il faut. Donc alors, ça nous a arrêtés. D'où cette réorientation sur la Maison Carrée. Alors on reprend le projet. D'ailleurs, la semaine prochaine à Paris, on a une réunion sur le dossier pour voir où il en est et comment on va le faire passer. Mais c'est vrai que ça a été un coup dur. On l'a très très mal vécu, ici et à Paris d'ailleurs. Et maintenant, on est en train de reprendre un projet autour de la Maison Carrée qui quand même est une opération, on peut le dire, unique. Même en Italie, on n'a pas un monument romain de cette époque conservé avec cette authenticité. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour. On a bien expliqué tout ça. Je vous encourage une nouvelle fois sur ce livre. Il est dans la petite librairie de Tessier, rue Régal. Régal. En plus, vous pouvez faire travailler un petit libraire, un petit libraire. Un bon libraire. Un bon libraire. Non, mais le fait d'être, c'est comme pour les grands projets. On peut avoir un petit bâtiment avec une. Oui, exactement. Voilà. Bon, merci beaucoup. Mais c'est pas fini, donc on va passer à l'agenda. Alors, le 24, 25 et 26 septembre, il y a les Journées méditerranéennes des saveurs. Donc, c'est la ferme qui est à Nîmes. Donc, vous allez la retrouver sur l'esplanade, bien sûr, autour des arènes. Le pass sanitaire. Et puis voilà. Et puis, c'est toujours un plaisir de retrouver nos charmants animaux qui vont être là. On a aussi du 23 septembre, à partir du 23 septembre jusqu'au 23 octobre, le festival de jazz de l'Aglo qui commence, qui est dans cette période. Mais on y reviendra parce que mardi prochain. Ça sera, bientôt. On va recevoir les gens qui s'en occupent. Il y a les vendredis de l'Aglo qui ont commencé aussi d'ailleurs, en parlant de l'Aglo, qui sont jusqu'au mois de mai. Donc là, mais c'est beaucoup de spectacles. Alors des spectacles gratuits, il faut le dire. Alors c'est du théâtre ou en troupe ou seul d'ailleurs, seul en scène.
Et cela se passe donc dans les villages autour de Nîmes, les villages de l'agglo. Et d'ailleurs, Véronique, notre chroniqueuse, viendra en parler. Voilà pour l'agenda. Merci Yves Dauge de nous avoir reçus, de nous avoir raconté tout ça. Oui, je suis personnellement, moi je tenais à faire cette émission parce que je tenais à cœur, j'ai rencontré quelqu'un avec toi de formidable, je voulais le dire, là, je voulais en témoigner. Yves, il est quand même quelqu'un de formidable. J'associe ta femme, bien sûr, Isabelle, qui est formidable. Vous êtes tous les deux des gens d'une humilité incroyable et d'une gentillesse. Non, c'est important. Voilà. Moi, je tenais à te le dire et je tenais à te remercier de ça. Beaucoup, hein. J'ai apprécié ta disponibilité et ta défense des bonnes causes. C'est gentil. Merci et donc à bientôt. N'oubliez pas les soutiers des grands projets.